Bien, bah écoutez, j'avais pas vu que il y avait tout ce monde-là dans la salle. Je vous ai pas vu passer. En fait, quelques-uns d'entre vous, bien sûr. Merci d'être là. Tout le monde n'est pas encore arrivé. On devrait pas tout à fait remplir, mais quand même, c'est très sympathique. Très belle soirée, enfin même soirée exceptionnelle, puisque pour le film d'Ersou Zala, tiens François, tu peux nous mettre d'Ersou et Aziev en image, s'il te plaît. Eh bien, nous avons la chance, regardez-moi ça, les personnages, ils sont magnifiques. Nous avons la chance d'accueillir Yves Gauthier et Fabrice Arduini. Alors, je vais vous en dire quelques mots. Je vais surtout vous raconter un peu l'histoire de cette séance en 2 minutes horloge, puis je leur passerai la parole. Donc, vous savez qu'on a un cercle cinéphile qui organise des soirées mensuelles de films venus du monde entier sur des sujets, bien sûr, d'actualité, alors aussi bien économique, social, climatique, géopolitique, bien sûr, ça s'impose en ce moment. Et nous avons décidé, c'est la 6e séance cette année, de faire une soirée Japon. Et puis, avec mon ami Fabrice Arduini, qui est le responsable cinéma de la Maison de la Culture du Japon à Paris, avec qui nous avons fait un partenariat, je lui ai dit, Fabrice, c'est ton tour de nous aider à choisir un film et j'aimerais bien que ça s'inscrive dans le programme de la Maison de la Culture. Extraordinaire programme de la Maison de la Culture. Je vous invite vraiment à aller voir sur Internet le programme de la saison. Il y avait un festival de cinéma et je lui disais, on devrait organiser notre soirée dans ce cadre. Et il m'a dit, ah ben oui, mais tu t'y prends trop tard, on pourra faire ça en 2023. Et puis il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas d'Ersou Zala ? Alors moi, je ne connaissais pas le film. Et comme une grande, je dis, ah ben oui, très bonne idée. Donc je ne savais pas ce que c'était. Donc en arrivant chez moi, je suis allée tout de suite voir j'en parle à Philippe, et qui me dit, oh, extraordinaire, je vais voir sur Internet, et je vois un très long article de Yves, où en tout cas vous étiez cité dans l'article, et Yves Gauthier, qui venait de traduire le livre de Vladimir Arseniev, donc le scientifique russe qui est parti dans la Sibérie profonde, mais je ne vais pas tout vous dire avant, et qui venait de traduire le livre qui est un écrit de son exploration en Sibérie et en même temps romancé, mais il va vous en dire un mot. Et pour la première fois, il était traduit dans son intégralité. Donc j'ai appelé aussitôt la maison de la distribution, enfin l'édition, Transboréale, qui m'ont dit, ah oui, mais formidable, je vous donne tout de suite son nom, appelez-le, vous verrez, c'est un homme, monsieur très gentil. Donc j'ai appelé Yves, qui m'a dit, ah mais bien sûr, je vais venir. Et le film, il a été fait par Kurosawa, donc un grand japonais, que Fabrice va nous en dire quelques mots. Et Fabrice me dit, ah mais moi... Alors, j'avais compris ça comme ça. J'ai les notes de tournage de Kurosawa du film d'Ersou. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends pour les traduire en français ? Et il me dit, ah bah, je voulais déjà traduire le livre d'Arseniev, mais j'ai été pris de court, parce que Yves est allé plus vite que moi. Mais je vais le faire. Donc, tu vas nous en dire plus. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a organisé. Et alors, en parlant ou en envoyant les invitations, les réactions unanimes. Réaction unanime. François, déjà, qui m'a dit, moi je l'ai vu, j'avais 6 ans ou 7 ans, j'ai encore les souvenirs, j'ai encore les images dans ma tête. Et tous les gens qui l'ont vu voulaient le revoir. Alors certains, il y a 40 ans, il y en a d'autres, il y a 10 ans, il y en a d'autres. Voilà. Et moi, du coup, je l'ai vu. Je l'ai vu il y a quelques semaines et je peux vous dire, vous ne serez pas déçus. Donc, je commence par qui ? Allez, par Yves. Et puis, par Yves ? Allez, par Yves. Donc, il va vous dire quelques mots et vous avez le droit aussi de lui poser quelques questions. Et puis après, Fabrice va dire quelques mots aussi. Bonsoir à tous. Ce film, il est né d'un livre, et ce livre a 100 ans. Ce livre a une histoire difficile, et on peut dire même une histoire tragique. Il est paru la première fois en 1921, un second volume un peu plus tard, en 1923, et puis après, plus rien, sauf des versions tronquées. Une version abrégée en 1926, une version, pourrait-on dire, digest. D'autres versions encore, toutes tronquées, abîmées, réécrites, redécoupées, caviardées, pour des considérations diverses, principalement des considérations de
censure. Cette histoire est celle d'une grande rencontre dans la taïga sauvage et vierge à l'époque de l'Ussuri extrême-orientale dans le bassin de l'Amour. Une rencontre entre un grand humaniste et un animiste, un homme des bois. Et pour cette raison, il y a une dimension comment dire, spirituelle, philosophique. Dans le contexte soviétique, c'était séditieux. Donc ce livre a beaucoup souffert. Mais en même temps, il a vécu et survécu. En 1961, sort un film d'un réalisateur soviétique qui s'appelait Babayan, avec pour titre Dirsu Uzala. Le film est tiré du livre, un film très différent de celui que vous allez voir, très intéressant, et qui a au moins une qualité immense à mes yeux, c'est que c'est un grand film animalier. Il y a une grande scène dans le livre d'Irsu Uzala. Nous sommes à l'automne, et les cerfs brament. Or, le tigre, pour chasser le cerf, a cette stratégie qui consiste à imiter le brame. En imitant le brame, il attire vers lui les rivaux supposés du cerf et les biches. Et au moment où ils ou elles arrivent, il les saigne. Cette scène immense, animalière, est superbement filmée dans le film de Babayan. En même temps, c'est un film très soviétique. Et pour cette raison-là, c'est significatif, il a fait de grosses entorses à la philosophie du livre. Un exemple, il y a un moment où Arseniev, en traversant un torrent, tombe sur un caillou noir. Il le ramasse, l'examine, c'est une roche carbonifère. Et là, il se met à rêver, j'entends dans le film. On va exploiter du charbon. Ici, une ville va sortir de terre. Ici, il n'y a rien, c'est sauvage. Mais demain, ce sera une grande ville minière, une grande ville industrielle. Donc, il développe tout un rêve qui est le contraire de la thèse d'Arseniev. Mais c'est dans le goût de l'époque, parce qu'on avait décrété, c'était l'époque soviétique, que la lutte des classes c'était fini, que désormais c'était la lutte de l'homme contre la nature. Et que l'homme était plus fort que la nature. Et pourtant, c'est la thèse contraire qui est incarnée dans ce livre par Arseniev. 15 ans plus tard arrive, je dirais miraculeusement, Kurosawa. Miraculeusement pour beaucoup de raisons. D'abord, un film soviéto-japonais. On n'avait jamais vu ça. Et c'est un mariage étrange, il était artistique, drôle d'année, cette année 75, où certaines choses comme ça se faisaient qu'on n'avait jamais vues. Par exemple, un vol cosmique soviéto-américain. Et là, un film soviéto-japonais. Donc en soi, c'est un premier miracle. Le deuxième miracle, il a été tourné au cœur de la taïga, dans une petite ville qui s'appelle Arseniev, et qui était interdite aux étrangers. Pour cette raison qu'il y avait des industries militaires dans cette ville. Or là, voilà que Kurosawa a droit d'entrer avec son équipe et que ça se passe d'une façon magique. Il existe aujourd'hui des interviews de gens de la ville d'Arseniev qui ont vécu cette période de tournage et qui en parlent comme on parle d'un rêve d'enfant. Autre miracle, Kurosawa a eu accès aux archives, au vrai. Donc à la version première, à la version originelle de cette histoire. Et pour cette raison-là, vous allez voir des séquences dans ce film qui n'auraient pas existé s'il n'avait pas eu cet accès privilégié. Il était très bien accompagné par des consultants du côté soviétique, des archivistes qui ont tout donné d'eux-mêmes, tout donné des archives de Khabarovsk, Vladivostok, qui étaient encore, et qui le restent, consignés. Et je crois que le résultat, enfin c'est en tout cas mon point de vue,
Ce film nous parle comme un livre. On pourra en discuter et vous pourrez me donner tort, peut-être après projection, mais je le trouve très littéraire. Dans la conduite qu'il a du récit, jusque dans ses silences. Dans le récit d'Arsénieff, étonnant pour un livre qui fait 800 pages. Mais le silence a une valeur narrative, une valeur littéraire. Il est respecté dans ce film. L'acteur que vous voyez là, Yuri Solomine, bon, c'est aujourd'hui un vieux monsieur, mais un acteur, qui est une sorte de patriarche comme ça, du théâtre russe, moscovite, un petit peu comme l'était, disons, Piccoli, il n'y a pas si longtemps. Il me disait ceci, Kurosawa, en tournant, a filmé beaucoup de scènes d'action. La chasse au tigre, la chasse à l'ours, la chasse du tigre au cerf, d'autres encore, des combats et des échauffourées contre ce qu'on appelait les barbes rouges, qui étaient des bandits de grands chemins chinois dont la région était infestée, enfin, et le reste à l'avenant, des scènes un petit peu western. Et au montage, rien n'est resté. Il a en quelque sorte, comment dire, épuré le film, et je crois que cette épuration, cette renonciation qu'il a fait, ce côté western comme ça, s'inscrit dans le respect d'un livre. Ce livre, c'est beaucoup de choses. On peut le regarder comme un récit d'exploration, où la science a une importance capitale. Pour Arsénieff, il faut tout nommer, les arbres, les roches, les montagnes, les rivières, les torrents. C'est ça la science, c'est ça explorer. Si on explore sans nommer, on n'explore pas. On peut regarder aussi comme un livre d'aventure, avec plein de choses qui se passent. On peut et on doit le lire comme un livre d'amitié, un grand livre d'amitié, au sens où il existe de grandes histoires d'amour. C'est l'amitié érigée en idéal. C'est l'amitié idéalisée. On peut le regarder aussi comme un roman écologique qui nous alerte sur les dangers qui pèsent sur la planète. D'où l'extraordinaire actualité de ce livre. En le traduisant, j'ai eu l'impression de traduire le journal du jour. Tellement on est dedans. Donc voilà, au commencement était un livre, mais j'ai déjà trop parlé. Bonsoir, vous avez quasiment tout dit, donc je ne ferai qu'un humble commentateur complémentaire. Moi, ce que j'ai à vous dire et ce que j'ai lu, puisque j'ai trouvé dans mes sources des petites choses sur Dersu Sala. Alors Dersu Sala n'est pas le film le plus connu au Japon de Kurosawa. C'est un film qui appartient à sa période un peu trouble, où il est abandonné par son studio dans lequel il a fait carrière. À 58 ans, il est abandonné. On lui demande d'avancer de l'argent pour produire ses propres films dans son propre studio, qu'il a fait grand réalisateur de Décès de Samouraï. Donc il y a un sentiment de trahison chez Kurosawa, et en même temps la peur de se lancer dans l'indépendance totale, puisqu'il faut de l'argent, et l'art ne suffit pas. Et donc c'est l'époque où Kurosawa commence le cinéma indépendant avec ce fameux film de Dodescaden, qui est un film aussi quelque part sur l'amitié, bien qu'il y ait beaucoup de scènes différentes avec beaucoup de personnages indépendants dans toutes ces scènes, mais il y a quelque chose comme l'amitié qui ressort de ce film, un peu comme dans Dersu Sala, avec un peu la même mélancolie sans doute. Et c'est à cette époque que Kurosawa est contacté d'abord par les Américains, qui lui proposent de faire le fameux Tora Tora, donc la reconstitution moitié japonaise, moitié point de vue japonais, moitié point de vue américain, de l'attaque de Pearl Harbor, qui enclenche la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Pacifique plus précisément. Kurosawa sort de cette production par un échec, puisqu'il est évincé de la production, ça a fait un grand scandale au Japon, et il se retrouve dans un état de dénuement et de dépression morale assez fort, puisqu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il a tenté de se suicider. Je ne sais pas si cette idée de suicide est vraie, je n'ai jamais compris. Il y a des, enfin, bon, bref,
on en parlera plus tard. Et c'est à ce moment-là, lorsque Kurosawa, c'est très anecdotique ce que je vous dis pour commencer, c'est pour resituer ce film d'Ersu dans la filmographie de Kurosawa. C'est à ce moment-là qu'il est contacté, enfin qu'il présente Dersu Sala à Moscou, pour le festival de Moscou, en 72-73. Et c'est à ce moment que les Russes, la Mosfilm, propose à Kurosawa de faire un film, ou même plusieurs avec les Russes. Donc c'est plutôt un film soviétique qui sera présenté aux Oscars américains et qui aura l'Oscar en 75. Je crois que c'est pas sino, je ne pense pas qu'il soit nippo-soviétique, il est soviétique. Donc c'est un film soviétique promu aux États-Unis à l'époque. Donc il y a peut-être un petit côté de rapprochement. Voilà, un petit rapprochement qui rappelle aussi la période de glaciation entre les Russes et les Chinois. À titre anecdotique encore, dans le film, il y avait une scène où il y a le vieux chinois qui apparaît dans sa petite cahute, là au fond de la forêt, et le russe lui dit c'est un vil chinois marchand. Voilà. Et donc les Chinois, les Russes enfin, se sont empressés de rayer vil marchand, ils l'ont dit c'est un vieux chinois, voilà, pour éviter de trop exciter les Chinois à l'époque. Voilà, c'est la petite anecdote. Oui, je me suis un peu perdu dans mon propos. Oui, toujours est-il que Dersu Sala est proposé en fait par défaut à Kurosawa parce que les Russes lui proposent en fait d'adapter Dostoïevski. Donc c'est les. Alors attendez, parce que je suis pas très Dostoïevski, je lis pas beaucoup. Il a fait l'idiot, ça c'est sûr, mais il a fait aussi Souvenir de la Maison des Morts. Alors je pense que vous avez tous lu, sauf moi. Je connais pas. J'ai lu que les frères Karamazov. Excusez-moi, je suis pas très. Oui, il faut lire l'idiot. Bon, je me suis arrêté à ça à mon adolescence, excusez-moi. Crime et Châtiment, mais je l'ai même pas lu, excusez-moi, j'ai trop honte, mais je le dis quand même. Et donc, en fait, les Russes lui proposent pourquoi tu n'adapterais pas pour nous, pour la Mosfilm, donc les souvenirs de Dostoïevski, qui, je crois, alors j'ai juste entreaperçu dans l'avion tout à l'heure, c'est l'histoire en fait, c'est un peu l'archipel du Goulag, mais 100 ans avant, en gros, c'est ça l'histoire, les camps de Sibérie de Dostoïevski, ou alors le fameux Taras Bulba, cette histoire de Cosaque, voilà, vous connaissez tous. J'avais pas eu le temps de le lire avant de venir. Qui peut en effet intéresser Kurosawa parce que c'est comme l'histoire d'un père qui tue son fils, un Cosaque qui tue son fils parce qu'il l'a trahi en s'alliant avec la Pologne contre alors je ne veux pas dire de bêtises, vous me comprenez, contre les Ukrainiens, enfin si j'ai bien compris, ou au moins la naissance pas d'un État ukrainien, mais en tout cas la naissance du peuple ukrainien en tout cas, puisqu'il visiblement ce Cosaque se bat pour les Ukrainiens, si j'ai bien compris, contre les Polonais. Voilà, donc là il y avait tout peut-être l'histoire du père qui tue son fils, ça peut rappeler un peu Shakespeare, etc. Donc c'est un truc qui pouvait plaire sans doute à Kurosawa, mais malheureusement ça ne s'est pas fait, et par défaut on lui propose finalement Dersu Sala. Alors pourquoi ? Eh bien il y a une raison très simple, c'est que Kurosawa, dans les années 20, peu après la publication et la traduction en japonais de ce livre, qui a été traduit en japonais à l'époque, est tombé fou amoureux de ce livre. Il s'est dit, il faut que j'en fasse une adaptation, comme d'habitude chez Kurosawa, à la japonaise, dans un contexte japonais, dans une géographie japonaise. Et donc, qu'est-ce qu'il avait envie de faire ? C'était d'adapter ce personnage, alors pas ce personnage de la taïga, mais de prendre un emishi. Alors, les emishi, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le peuple poilu. Donc ce sont tous ces peuplades qui vivent entre le Hokkaido, Sakhalin, le Kamtchatka et une partie de la Sibérie russe, une partie de la taïga. Alors j'ai lu que Dersu, on l'appelait l'homme au bois, et donc le personnage qu'invente Kurosawa, c'était l'homme poilu. Voilà, qui fait référence donc à tous ces peuples qui ont une pilosité assez extrême, en tout cas depuis toujours. Voilà, même les Ainu aujourd'hui, c'est un peu pareil. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'adapter donc et d'appeler ça le journal d'un explorateur au pays des Emishi, donc au pays je dirais des Ainu, tout simplement, c'est les ancêtres des Ainu. Donc il a vraiment l'idée de réadapter ce livre déjà à l'époque. Alors, ça ne s'est jamais fait. Et lorsque la Mosfilm lui propose de rejouer Dersu Sala, c'est parce qu'ils savent que Kurosawa est amoureux de ce livre, il a toujours rêvé de l'adapter. Donc vous voyez, ça remonte déjà à très très loin dans sa jeunesse, à l'époque où il était un peu politiquement de tendance prolétarienne. Il n'était pas communiste, mais prolétarien en tout cas. Il se définissait en tant que tel. Donc les Russes, il a fait certainement quelques affinités peut-être avec les Russes aussi au niveau politique, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, voilà que Kurosawa adapte donc Dersu Sala pour la Mosfilm. Et au départ, il pense faire jouer Dersu par le fameux Toshiro Mifune. Vous connaissez, le grand gaillard des 7 samouraïs, vous voyez.
hein, le grand barbu. Mais malheureusement, Toshiro Mifune est un très occupé. Et il n'est pas possible d'accaparer 2 années de Toshiro Mifune pour jouer le film. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'après, c'est devenu Dersu. Alors vous savez que Kurosawa est quelqu'un d'assez entier. Hein, on l'appelait un peu le dictateur ou l'empereur sur les plateaux de tournage. Et c'est un homme qui avait l'habitude de faire exploser les budgets. Donc ça ne plaisait pas du tout à son studio. C'est une des raisons pour lesquelles son studio s'en est débarrassé. Et donc bien évidemment, il va se retrouver en Russie avec ce qu'on appelle l'économie... les plans quinquennaux, l'économie planifiée, voilà. Et donc, dans les économies planifiées, on planifie tout, même la longueur des bobines de films qu'on vous demande, de pellicules à tourner. Et Kurosawa se retrouve à être obligé de réduire un peu les scènes, les tournages, parce qu'on n'a pas assez de pellicules à cause de ces fameux plans quinquennaux. Voilà. Je trouve ça très drôle, mais enfin bon. Mais ça reste quand même un film de grande beauté, d'une grande rigueur en même temps. J'aime beaucoup ce que vous disiez sur l'aspect westernien. J'ai trouvé, en le revoyant ce matin, je me suis dit oui, c'est vraiment un western, quelque part. Ils sont là avec leurs petits feux, leurs petites gamelles, enfin, puis la nature qui est omniprésente, hein, qui s'impose à l'homme, qui nous rappelle qu'on est vraiment que des vers de terre face à la puissance de la nature. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Et je vois pas tellement dans ce film un style kurosawaien, mais Kurosawa, vu qu'il était un peu contraint économiquement au pays des soviets, donc pour faire un grand film, il s'est quand même offert les services de 2 grands chefs opérateurs japonais qui avaient l'habitude de travailler avec lui, parce qu'il avait un peu peur que techniquement la Mosfilm ne soit pas à la hauteur des ambitions de Kurosawa, qui était quelqu'un de très puissant, de très ambitieux et de très exigeant sur la qualité de film. Enfin, vous avez tous vu les films Kurosawa, ça coûte très cher, je dirais ça, d'un point de vue économique. Donc la Mosfilm n'était peut-être pas possiblement capable de suivre le mouvement, je dirais. Et ça s'est avéré en effet exact, puisque les caméras de la Mosfilm n'ont pas tenu le coup dans le froid de la taïga, où il y a des scènes où il y a des froids terribles avec la neige. Et donc c'est quand même les chefs opérateurs japonais qui ont été sur le terrain, en fait, hein, pour faire ce film. Sans doute qu'il n'aurait pas été aussi magnifique au niveau de l'image si c'était la Mosfilm s'en était complètement occupée. Ouais, mais ils n'avaient pas un très bon matériel, il faut le dire. Enfin bon, c'est vrai, il faut le dire. Voilà. Mais je pense, j'ai commencé à le lire dans le petit journal de Kurosawa sur le tournage, mais il a eu quand même beaucoup de difficultés au point de vue technique à cause de ces raisons, en tout cas. Voilà. Mais voilà, je voulais vous l'annoncer aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai trouvé un livre, je l'ai acheté il y a pas longtemps au Japon. Hein, c'est pas moi qui ai découvert les archives, hein, dans une mallette chez l'héritier de Kurosawa, pas du tout. Il y a un livre qui est sorti au Japon récemment sur le journal qu'a tenu l'assistante, la script de Kurosawa, un journal au jour le jour, vraiment pendant 1 an, sur les tribulations de Kurosawa au pays des soviets pendant le tournage de Dersu Sala. Et ça a l'air passionnant, j'ai commencé à lire quelques pages, mais je pense que ça serait bien de le traduire, quoi. Voilà. Vous avez déjà fait l'effort de traduire ceci, voilà. Et ben il faut faire l'effort de traduire l'autre. Je veux bien le traduire, hein, je me porte volontaire. Voilà. Alors, il y a des tas d'anecdotes, peut-être qu'on en parlera après, parce que voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même une époque dans laquelle on peut avoir un peu de nostalgie, parce qu'il y a une espèce comme ça de réchauffement à travers le cinéma entre les nations, je trouve. Il y a quelque chose, il y a un truc qui passe, quoi, entre les gens, et ça m'émeut, quoi, des fois. Voilà. Alors, je remercie Fabrice, on peut l'applaudir aussi, parce qu'il fait partie du noyau des organisateurs du cercle cinéphile, hein, Open World, regard croisé. Donc c'est exactement ça, on veut un monde ouvert. On s'est remis des frontières par tous les bouts à cause du Covid, à cause de la guerre, à cause de la géopolitique, et c'est vraiment dramatique. Et on espère bien que le cinéma va aider à les faire tomber et à construire un monde plus fraternel. Hein. On fait de la politique ici aussi. Hein. C'est un peu comme Rashomon. Voilà, Rashomon, c'est magnifique, évidemment. Par l'Occident, on s'est dit, mais tiens, ces barbares ont un cinéma aussi beau. Donc on se posait la question de savoir qui étaient les Japonais, on les connaissait pas. Alors, nous, on connaissait Mizoguchi quand même, hein, un petit peu. Et les Japonais ne connaissaient pas obligatoirement, d'ailleurs. C'est quand même Kurosawa qui a réconcilié les Japonais avec l'Occident grâce à ce film. Avec Rashomon, hein. Alors, on le fera une autre fois. Hein, pour ceux qui a vu Rashomon? Pas beaucoup, hein. Alors on le fera. C'est magnifique. On ne va pas vous raconter l'histoire tout de suite. Donc, on va vous donner rendez-vous après le film.
donc pour répondre à des questions que vous pourrez poser à Yves et à Fabrice. Et pendant ce temps-là, bien sûr, nos petites mains, on va les appeler maintenant, elles vont venir nous rejoindre elles prépareront le buffet parce que vous aurez une petite surprise de dégustation russe et japonaise. Donc c'est ça qui est bien aussi. Et je vous dis bonne projection. Il y a plein de petites étoiles dans les yeux, sous le choc des belles images, magnifiques évidemment. Donc, écoutez, c'est à vous la parole. Vous avez peut-être des questions, des réactions au film. Viens Yves, approche-toi. Et puis Fabrice aussi, parce que je me sens un petit peu toute seule. Voilà. Donc, qui veut démarrer? Qui a une question, une réaction, une réflexion? Vous inquiétez pas, on va pas vous laisser sans boire un petit coup après, et ni manger, mais déjà, on a envie d'une question, une réaction. Peut-être envie de dire quelque chose, quelques mots, de revoir le film. Tu l'as vu ce matin, toi, déjà? Oui, en DVD. Ah, En fait, ce que vous avez parlé de... attends, je vais t'apporter le micro. Oh, je pense que je peux parler assez. Oui, ça va. Bon, vas-y. Si vous m'entendez, vous avez parlé de différentes dimensions du film, mais une que vous n'avez pas citée et qui apparaît ici, que je trouve très intéressante, c'est la dimension en fait anthropologique, et que je trouve très intéressante dans le rencontre des deux cultures, et dans une forme justement de respect et de curiosité, parce qu'il y a parfois un peu de taquinerie, mais rien de plus pour un personnage qui est quand même bien singulier au regard, je pense, du russe moyen qui est mis en scène. Grand scientifique. Non, mais le scientifique, mais aussi les soldats, qui ne sont pas réputés toujours pour leur plus grande ouverture d'esprit. Et donc je trouve que c'est une dimension aussi très intéressante dans le film. Je ne sais pas si ça apparaît aussi dans le livre. C'est le cœur du livre. C'est le cœur du livre et c'est tellement essentiel que dans mon mot de présentation, je suis passé à côté. C'est le cœur du livre, c'est la... On ne peut pas parler de leçon, mais si, c'est une grande leçon à la lecture et une situation paradoxale, une situation inversée. La mission d'Arseniev, c'est de topographier, de cartographier, d'explorer. Et il représente la science, la cosmographie moderne, l'Empire russe. Le colon, c'est une région un peu floue parce que, politiquement parlant, depuis le traité Moscou-Pékin de 1860, ce territoire, il est russe. Mais en même temps, on voit que c'est le territoire des chercheurs d'or, des braconniers. Il y a ce beau passage avec les chevreuils, les cerfs qui sont pris dans les trappes. Il y a des marchands de fourrure, il y a des gens louches, il y a des gens glauques. De ce point de vue-là, le livre est aussi une très belle galerie de portraits, toute une sociologie comme ça. Donc Arseniev, c'est ça sa mission. Et il est aux ordres d'un gouverneur, le gouverneur de Vladivostok, qui s'appelait Unterberger, et qui a été une figure tutélaire pour lui, qui a placé sa confiance dans la personne d'Arseniev comme officier, comme explorateur. Arseniev porte tout ça sur ses épaules. C'est l'Empire orthodoxe. Et c'est là que se produit ce paradoxe, puisque, très très vite, on comprend qu'il se met à l'écoute de Dirsu, qu'il comprend que Dirsu incarne une philosophie de la nature, une spiritualité, et finalement,
téléconvertis qui croyaient convertir. Donc c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui est resté dans les consciences, quelque chose qui appartient à la culture des Russes. Le temps passe. Kurosawa, Dersu Uzala, c'était 1975. Maintenant, il y a une nouvelle génération. Le livre existe encore. Peut-être plus dans les consciences qu'ailleurs. Il y a un grand universitaire de Vladivostok qui s'appelle Amir Kisamoudinov. C'est un Tatar de Sibérie, mais un grand savant, un grand bonhomme. Et il m'a rapporté que l'an dernier, devant un parterre d'étudiants, il a posé la question « Qui connaît Arseniev, Dersu Uzala ?» Une forêt de bras qui se sont levés. Qui a lu Dersu Uzala d'Arseniev? Il y a 2 bras qui se sont levés. Mais en même temps, ça fait partie comme ça, d'un fond culturel, d'une conscience collective, et la référence à Dersu, et cette grande leçon de Dersu sur la relativité des valeurs, hein, et ce grand dialogue entre la philosophie animiste, qui nous vient des premiers matins du monde, et la vision du monde progressiste et rationnelle, incarnée par Arseniev. Oui, ce dialogue est toujours présent dans les esprits. Oui. Vous aviez parlé de rush, enfin de parties filmées qui n'ont pas été employées. Est-ce qu'elles ont été répertoriées? Est-ce qu'on peut les voir ou... Non, moi j'attends avec impatience de lire la traduction du japonais de Fabrice. Malheureusement, non, c'est une histoire que je ne connais pas, autrement que par le témoignage de Yuri Solomine, qui joue Arseniev dans le film. Alors, il y a une Bonsoir. question. Est-ce que je peux poser une question en dehors du film? Parce que vous parlez actuellement de la Sibérie. Parce que là, on a un avis, certaines équipes, bon, c'est pas militaire, ce sont les Chinois qui sont rentrés dans la Sibérie. Et puis, il y a une coïncidence entre les deux. Il y a les mauvais Chinois et les bons Chinois. Bon, en dehors de ce film, bon, la Sibérie et la Chine, c'est pas loin. C'est à quelques kilomètres, centaines de kilomètres. Actuellement, ils ont fait des manœuvres tous les ans entre la Chine, les Russes, les Indiens et je crois une partie, je ne sais pas sur quel pays encore. Est-ce qu'un jour, j'ai entendu parler comme ça, en spéculant que la Chine, un jour, il va prendre certaines parties de la Sibérie. Elle immigre beaucoup. On va commencer par le commencement. Chez Arseniev, c'est intéressant. Chez Arseniev, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de bon ou de mauvais Chinois. Il y a des portraits de Chinois magnifiques. Le vieux Chinois qu'on voit au début du film dans la première partie, il a un destin tragique. Il a passé 40 ans dans la taïga. Il revient au soir de sa vie sur la terre de Chine. On le voit qui part. Bon, c'est un très beau personnage. Il y a d'autres Chinois magnifiques qui incarnent l'hospitalité, ces visages qui respirent la bonté. Il y a de très belles peintures. Et puis, il y en a d'autres qui sont des héros négatifs parce que leur moteur, c'est le lucre. Et qu'ils font des entorses aux règles de l'hospitalité dans la taïga. Donc, même chose pour les Coréens.
Même chose pour des Russes qui sont des vieux croyants schismatiques qui appartiennent à la vieille foi et qui, depuis le XVIIe siècle, se cachent en Sibérie parce que c'est la réforme de l'Église russe qui a gagné contre eux. Donc, ça, c'est très important ça, dans la philosophie du livre et dans la peinture du monde que nous laisse Arseniev. Le bien n'est pas du côté de tel peuple. Le bien, il est du côté de la générosité, la défense de la nature, le respect de la nature. Le mal, c'est le lucre, c'est le non-respect, c'est de braconner, c'est de mal vendre, c'est de massacrer, là, ces pièges, ces trappes qu'on appelle Vludiova, qui sont des... bon, ça ne fait que massacrer le gibier. Ce qui intéresse les braconniers, c'est les bois des jeunes cerfs et éventuellement le musc. Donc si on trouve une biche, et on a une chance sur deux de trouver une biche, qui ne soit pas un mâle. À ce moment-là, ça vient de la charogne, enfin c'est très bien montré dans le film. Donc ça, c'est ça le mâle. Mais on a voulu faire à Arseniev ce procès à sa mort en 1930. Il y a eu une campagne contre lui, si je puis dire à titre posthume. Et on lui disait, on a voulu lui faire dire que c'était un grand chauvin et qu'il avait péché par manque d'internationalisme. C'était le sens de la campagne qu'on avait menée contre lui. Pas du tout. Il est complètement en dehors de ça. Alors maintenant, si on parle de l'actualité, je ne peux pas en parler d'une façon très savante parce que je n'ai pas cette légitimité-là. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que depuis 40 ans que je traîne mes guêtres dans ce grand pays qu'est la Russie, on entend parler de ça, on entend parler d'une Sibérie au sens large, hein, parce qu'il y a Sibérie et Sibérie, mais on considère que ce grand territoire de 17 millions de kilomètres carrés qui court de l'Oural au Pacifique, bon, on l'appelle la Sibérie, même si l'extrême-orient russe, Vladivostok et toute la zone littorale du Pacifique, par les gens de là-bas, cette région est appelée Extrême-Orient et non Sibérie. Mais on a le droit de dire Sibérie. Bref, depuis 40 ans, j'entends dire qu'il y a 5 millions de Chinois en Sibérie, que c'est une pénétration comme ça démographique, que la Sibérie a besoin de bras et qu'il y a un exode démographique des Russes de Sibérie vers la Russie européenne et que la population chinoise compense cette hémorragie démographique, alors là on dit énormément de choses à ce sujet, que les femmes sibériennes aiment bien prendre les Chinois pour mari, parce qu'ils ne boivent pas de vodka, ils font bien la cuisine. Donc toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, on en parle beaucoup. À quoi s'ajoute une problématique qui est le développement de la Chine et la crise de la Sibérie d'un point de vue démographique et économique. Tu veux dire un petit mot, Fabrice, ou pas? J'entends plein de choses, je suis subjugué. Moi, humblement, je me ressens sur le réalisateur. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de Kurosawa dans ces images. C'est pas forcément évident au premier abord.
Pourquoi il a été également lui subjugué par le personnage quand le livre a été traduit au Japon dans les années... Enfin, il était pas si jeune que ça, je crois que c'est dans les années 30, et qu'il eut eu envie de le réaliser déjà au cinéma alors qu'il était encore très jeune. On retrouve quand même en tout cas comme indice, je dirais, on trouve quelques points dans le rapport non seulement à l'amitié, mais aussi à la compréhension de l'autre, ce qui fait qu'en fait, au contact de l'autre, vous apprenez sur vous-même et sur le monde. Alors on retrouve énormément ce type de face-à-face entre deux personnages dans beaucoup de films de Kurosawa. Enfin, on pense d'abord au Sept Samouraïs, quand il y a ce grand gaillard de Toshiro Mifune qui est un bouseux, qui rêve avec son énorme sabre, et qui à la fin, après tous ces drames qui se succèdent, il apprend en fait au contact du chef des Sept Samouraïs à devenir un homme, et un homme courageux. Et finalement, c'est lui le bouseux du départ qui devient au final peut-être le plus vertueux et le plus orthodoxe des samouraïs. Donc il y a déjà ce personnage-là, puis il y a encore un personnage encore plus important parce que beaucoup plus profond, c'est celui de Barberousse. Si vous avez envie de voir un film japonais, vous voyez déjà celui-ci. Enfin, c'est pas ça, c'est un film japonais, mais s'il y a un film à voir dans l'histoire du monde cinéma, c'est au moins celui-là, ou entre autres. S'il fallait en choisir 10, on le mettrait dedans. Là encore, vous avez un jeune médecin qui est le fils d'un dignitaire de la cour des Tokugawa, la cour des shoguns, qu'on envoie se faire en fait au contact de ce fameux médecin Barberousse qui a des méthodes pas très catholiques, qui est un bourru et qui fait vraiment souffrir ses assistants en leur mettant vraiment la main dans le cambouis, pour utiliser une image un peu technique. Il leur montre en tout cas la souffrance des hommes à travers la médecine. Et ce personnage arrogant finit par être absorbé littéralement par la personnalité de Barberousse, et de cette absorption va naître sa personnalité à lui. Il va en ressortir complètement grandi. Il deviendra l'égal de Barberousse, sinon plus. Donc il y a ces formes comme ça de romans d'apprentissage. On peut le retrouver, je pense, aussi avec Derzou Sala et Arsenieff. Alors c'est beaucoup moins évident, notamment cinématographiquement, c'est que ce soit Toshiro Mifune dans Les Sept Samouraïs ou le jeune médecin dans Kayama Yuzo dans Barberousse, ils ont des yeux complètement éclatés comme ça, énormes, ils ont d'énormes yeux comme ça, où on sent qu'ils absorbent quelque chose, ils sont en train d'absorber, alors la lumière de l'autre, ses paroles, ils absorbent tout en fait. Et là ce sont des yeux de gens subjugués par une force spirituelle qui est face à eux, dont ils absorbent les meilleures parties, je dirais, et où ils finissent par les dépasser. Alors peut-être là c'est moins évident. En plus il y a très peu de gros plans sur le personnage d'Arsenieff. On le voit pas très bien, ses yeux pleins d'admiration pour son ami Derzou. On le voit moins. Alors peut-être que là c'est peut-être pour d'autres raisons esthétiques, je sais pas, ou parce que peut-être Kurosawa n'avait pas complètement la main non plus sur le film, ce que nous dira la traduction de ce fameux carnet, on en saura certainement plus. Mais en tout cas, dans ce que j'ai pu rechercher, j'ai pas vraiment le temps non plus, mais on ne sait pas quelles étaient vraiment les conditions de production, dans quel état mental se trouvait Kurosawa, puisque vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de très imposant qui était littéralement, enfin, il faisait comme on dit aujourd'hui, du power harassment. Enfin voilà, c'était un peu ça de travailler avec lui. Oui, il était extrêmement dictatorial avec ses équipes. Alors on peut s'imaginer que ça s'est mal passé ou bien passé, je ne sais pas, avec les Russes. Je n'ai pas la moindre idée. Il faudrait vraiment chercher des documents de première main, pas se fier à ce qui est écrit sur Internet. Donc je pense que le petit livre là dont je vous parlais, dont je commence à faire la pub avant qu'il soit sorti, voilà, il donnera peut-être des éléments de réponse. Ce serait très intéressant. Ouais. Puisque vous savez qu'il a raté sa carrière internationale avec les Américains. Ça ne s'est pas du tout bien passé. Pour celui-ci, oui, justement. Alors, ce qui est étonnant quand même. Il y a une chose qui m'impressionne, pardonnez-moi, c'est que Kurosawa, je vous ai écouté en première partie, a fait le contraire, a réalisé le contraire de ce qu'il envisageait de faire. Si j'ai bien compris, au départ, il voulait faire un remake. Et ce qui est impressionnant, c'est sa fidélité au livre, mais sa fidélité à l'esprit, sa fidélité au texte. Ce qui m'impressionne, c'est de voir combien ce film
c'est peut-être une interprétation discutable, mais c'est comme ça que je le ressens, combien il est littéraire, au bon sens du mot. Pour moi, c'est une énigme, parce que Kurosawa, il est quand même japonais. La culture russe, la langue russe n'est pas son milieu, et il est d'une fidélité qui est impressionnante. Il a fait un film russe. Il a fait un film russe. Et si je peux me permettre, Kurosawa a fait aussi L'Idiot de Dostoïevski. Je ne sais pas si vous avez lu le livre L'Idiot et si vous avez vu le film de Kurosawa. C'est extraordinaire. On retrouve le prince Myshkin comme on le lit dans le livre, en fait, et on retrouve Nastasia exactement. Quand on la voit, on sait que c'est elle tout de suite. Donc il a compris, je crois, hein, enfin, il a aimé l'âme russe, Kurosawa. C'est obligatoire, je pense, pour pouvoir interpréter une telle œuvre. Alors là, c'est Dersu, là-bas, c'est Dostoïevski quand même, et pas n'importe quel livre. Moi, c'est mon préféré, L'Idiot. C'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas, c'est extraordinairement beau. Et j'ai vu des films réalisés autour du livre L'Idiot, d'autres. Franchement, il manque l'âme. Voilà, il manque l'essentiel. Hein. C'est-à-dire le rapport d'amour entre les gens, en fait. C'est ça qui un amour qui est basé, pas obligatoirement sur l'envie de l'autre, mais la souffrance, la solidarité, la beauté, l'admiration, parce qu'il y a de l'admiration réciproque, hein, d'ailleurs, hein, dans les personnages ici, dans le film. Donc, je pense que Kurosawa était un homme, un cinéaste de l'âme humaine, hein, aussi énormément. Plus, parmi Moi, je pense que c'est un film très japonais, parce qu'il y a ce code de l'honneur samouraï dont vous avez parlé, cette fraternité entre les samouraïs, l'admiration plus forte et se sauver la vie, etc. Et d'autre part, au niveau des images, de la photo et par exemple sur la glace, ce lac gelé avec ses vagues, on est obligé de penser au Kusai, à la vague de Kusai qui est pétrifiée. Alexandre Nevsky aussi, hein. Attention, il y a des films russes grandioses qui nous font penser aussi. Non, je dis que on sent que c'était quand même c'est un japonais derrière, que c'est pas un russe. Moi, ça, je vous avoue que je pourrais pas. Moi, je vois pas. Enfin, personnellement, je vois pas. Je vois plutôt que c'est un film russe, mais même. Si vous regardez le Soleil Rouge, il y a énormément de références au Japon. Oui, oui, d'accord. Oui. Et ces herbes folles là, de Mistavrid. C'est vrai que ça, oui, ça peut. Oui, non, mais. Oui, c'est très graphique, ouais. Ouais. C'est vrai que Kurosawa est graphique, oui, bien sûr. En même temps, si ce film est très russe, il est très japonais, c'est réussi. très universel. C'est un film réussi, du coup. C'est un film réussi parce qu'ils étaient les deux. Ils étaient Kurosawa Il est avec un... réputé aussi comme le plus occidental des cinéastes japonais, par comparaison avec Mizoguchi et d'autres. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faisait pas des films de samouraï orthodoxes. Hein. C'est pour ça qu'on l'appréciait pas, en tout cas au Japon, pour ça. Alors attends, Ouais. il y a monsieur et puis Christine, je ne t'avais pas vu, salut. Donc oui. Le message principal, c'est Parseniev, d'accord. Mais je pense que s'il avait une mission scientifique, une partie de cette mission scientifique, on voit bien qu'il devait de nommer les choses. Et j'ai l'impression que, alors je ne sais pas, c'est mieux, merci. Je viens de le prendre, mais les Russes, ils n'étaient pas comme les autres. Quand ils envoyaient des gens faire de l'exploration et des études scientifiques, ce n'était pas que des relevés topographiques. Il y avait sûrement à nommer, il a sûrement nommé les objets, les fleurs, les Bien sûr, rivières, les etc. montagnes. Et ça, C'est dit donc. Alors, on prend l'autre question en même temps, Christine? Bonsoir à tout le monde. J'ai deux petites questions de détail.
L'ethnie d'Erzurum, les golems, c'est ça? Vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'ils sont... Enfin, bon, le choix de l'acteur montre qu'il y a quand même des traits très asiatiques, donc ils viennent d'où? Et la deuxième petite question, c'est il y a plusieurs références, plusieurs allusions au fait qu'il y a des Coréens. Qu'est-ce que les Coréens viennent faire là? Alors, Dirsu Uzala et Gold. C'est le peuple, enfin l'ethnonyme actuel, c'est Nanay. C'est un peuple de la famille Tounguz. C'est un petit peu compliqué, mais en fait, il y a une grande super famille altaïque avec différentes branches. La branche mongole, la branche turque, ou turcique, enfin bon, et la branche Tounguz. Les Nanay font partie du peuple des Tounguz, comme les Mandchous sont de souche Tounguz, les Evenks en Sibérie, éleveurs de rennes, et leurs cousins les Évennes appartiennent à cette même famille de Tounguz. Ce qui était particulier, c'est que bon, c'est le bassin de l'Amour, c'est une langue toungouze, mais les Gold, à l'époque on disait les Gold, avaient cette réputation d'être des truchements de première classe, et Dirsu ne dément pas cette réputation, ils étaient polyglottes. Dirsu a un russe à lui, c'est un peu un sabir, comme ça, sibérien, mais qui est très efficace, avec un sens de la formule qui marque. Mais il connaît aussi la langue chinoise. À un moment, on mange du poisson dans la hutte d'une famille Oudigué. Les Oudigués, eux aussi, sont de ce même groupe, Tounguz. Il connaît Dirsu la langue Oudigué. Bref, il est polyglotte. Et il connaît aussi le coréen parce que il y a des Japonais d'ailleurs sur la côte, dont la fonction première, c'est surtout, ils font du cabotage. Ils sont plutôt marins. Et il y a des Coréens, regardez la carte et vous comprendrez pourquoi. Eux, les Coréens, leur spécialité, c'était soit de chercher de l'or, soit de braconner. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas des personnages particulièrement positifs sous la plume d'Arseniev. Il y a des Chinois qui font des cultures, principalement, qui cultivent là on parle de riz, mais c'est du millet. On dit du millet ou du millet? Il y a un grand mélange, il y a des Russes, mais principalement, je le disais, des vieux croyants, et puis il y a des Russes qui travaillent pour l'État. Et Arseniev en est. Alors, dans le prolongement de votre question, je crois que la mission d'Arseniev, c'est de cartographier. De topographier. Mais en vérité, c'est lui, Arseniev, qui s'assigne à lui-même les missions qu'il veut. Même, on le verra plus tard, dans les années 1920, après l'instauration du pouvoir soviétique, on lui assigne des missions plus ou moins administratives, par exemple dans les pêcheries. Bon. Même quand il a pour mission d'inspecter les pêcheries du Kamtchatka, il rentre avec des malles de matériaux ethnographiques. Il rentre avec de la botanique, avec des herbiers, etc. C'est un explorateur à l'ancienne. Ces modèles, ces héros, c'est Przewalski, c'est Grum Grzymailo, c'est ou les grands navigateurs, les Golovnin,
premier Russe à avoir décrit le Japon, au Krusenstern, au Miklukho Maklai, etc. C'est ça, ces héros. Donc il s'inscrit là-dedans. Il fait de la botanique latine. Il fait de la zoologie, il fait de la géologie, il fait énormément d'ethnographie. Ses cahiers sont très intéressants parce qu'il dessinait comme un dieu. Et donc, au contact de ces tribus, de ces gens, il dessine ce qu'il voit, leur univers quotidien, les petites choses du quotidien, les objets sacrés. Il fait ça avec beaucoup de couleurs. Donc, il appartient à cette école universaliste. Mais je crois que la dimension scientifique, elle est intéressante aussi. Parce que dans la mentalité d'Arseniev, il n'y a pas de voyage justifié si on ne rapporte pas des connaissances scientifiques. Donc pour lui, c'est quelque chose de complètement vital. Et parfois, je me demande si la botanique latine, par exemple, n'a pas une fonction dramatique dans son récit. Un exemple, il y a une situation où ils se perdent avec son détachement dans la taïga. Et ils se sont attachés les services d'un guide qui est un vieux croyant, un russe de là-bas, qui appartient à la vieille foi, au Raskol, mais qui connaît le terrain et qui pourtant se perd. Et les vivres s'épuisent, on n'a plus rien à manger, tout le monde est à bout de force, et chaque soir, on s'écroule et on se demande si on aura la force de se réveiller vivant le lendemain. Donc vient un soir plus dramatique que les autres où on sent que c'est la fin, F-I-N et F-A-I-M. Et là, Arseniev ouvre son carnet et qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la botanique latine. Il décrit les herbes, les arbres, les végétaux qui sont autour de lui. Donc on voit bien la place de la science. Oui, dans le film, pas. Ah. C'est ça que je voulais dire. Alors, lisez le livre. Non, c'est une dimension. Vous y inviter, bien sûr. C'est une dimension importante et puis qui intéresse les gens. J'ai reçu, après la première édition de Dirsou, il est paru en novembre dernier, donc il y a bientôt 1 an. Mais il a quand même connu 3 éditions. Et à la première édition, il y a un botaniste qui écrit. Et il m'écrit, il a revu toute la botanique latine du livre dans ma traduction, mais l'éditeur avait fait un gros travail. Hein. Et il met un peu d'ordre là-dedans parce qu'il y avait quelques accros. Et j'ai trouvé que c'était très touchant parce que il l'a pas fait pour la science botanique, il l'a fait par amour pour Dirsou, ça se sent. Donc les deux sont complètement imbriqués. Ensuite, quelques semaines se passent et je reçois une lettre de 16 pages d'un ornithologue et qui m'écrit « Ah, Dirsou, quel livre, mais alors les oiseaux... » Et alors, il a passé en revue tous les oiseaux du livre. Et il y en a pour 16 pages de correction, il y a quelques comme ça. Mais, bon, évidemment, c'est un travail d'ornithologue. Mais là encore, ce qui respire de sa lettre, c'est qu'il le fait pour Dirsou. Ça illustre bien cette imbrication subtile qu'il y a entre la science et l'histoire et le personnage de Dirsou. Bien, écoutez, on va peut-être arrêter là pour ce soir. On va les féliciter, les applaudir.
formidables tous les deux. On apprend beaucoup de choses. Je vous conseille évidemment d'acheter le livre de Yves Gauthier, parce qu'il n'est pas que traducteur. De Vladimir Arseniev. Oui, mais quand même, il y a un énorme travail de Yves pour restituer évidemment l'intégrale des écrits d'Arseniev. En plus, c'est Vous merveilleux. n'imaginez pas à quel point, vraiment, vous n'imaginez pas à quel point j'aurais aimé être Vladimir Ah oui, Arseniev. non mais si, c'est sûr. Mais nous aussi, c'est sûr. Et plus Arseniev peut-être que Dersu, finalement, parce que c'est lui le héros. Et c'est lui qui va à l'aventure découvrir et restitue tout cet amour de la Sibérie, de la nature, de Dersu. Et d'ailleurs, ça s'est pas si bien passé que ça avec sa femme, hein, quand il a ramené Dersu à la maison. Mais ça, c'est pour le livre. Vous allez le lire, bien sûr. Vous allez l'offrir parce que c'est Noël bientôt. Et ça, il faut que vos enfants, vos petits-enfants aient le livre. Faites comme moi, j'en ai acheté, j'ai 16 petits-enfants. Pas encore 16 livres parce qu'il y a une minote de 7 ans. Elle le lira plus tard, mais vraiment, ça vaut le coup. Et puis, il y a le film, évidemment, que vous pouvez aussi vous procurer. Alors, vous pouvez aller à Transboréal, à Paris, c'est rue Berthollet. C'est une librairie formidable qui a produit le livre de Yves, que je veux remercier d'être venu. Oui, je vais te donner la parole tout de suite. Et je veux remercier évidemment Fabrice, parce que c'est grâce à lui qu'on est ensemble ce soir et qu'on a pu découvrir Yves Gauthier. C'est formidable. Un grand merci. Et Eric, tu voulais dire un petit mot? Évidemment, vous remercier tous les deux en perspective, mais pour dire deux choses en pédagogie, il faut développer les gens polyglottes. Vous avez fait un travail extraordinaire parce que vous partez maîtriser le russe. Et j'ai compris, monsieur, que vous maîtrisiez le japonais. Je me débrouille. Il a vécu à Fukushima. Et ça me permet de remercier évidemment Philippe et Claude, qui ont eu cette formidable intuition, non seulement de nous faire voir des films, mais de voir ce qu'il y a derrière, et par votre travail aussi, montrer que l'essentiel de ce qu'on va avoir à faire, c'est continuer à se relier. Et pour ça, parce qu'en plus, c'est la diversité des films que nous avons vus depuis le début. Donc pour ceux qui n'ont pas encore adhéré, n'hésitez pas. Parce qu'on est entraîné à des choses qu'on n'aurait pas vues. Et c'est pourquoi je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour le couple Herzog. Un grand merci, Eric, tu nous flattes, comme toujours. Je voulais saluer dans la salle tous les étudiants. On a aussi un travail de transmission, bien sûr. Notre passé, notre culture, c'est pas toujours à l'ordre du jour des rencontres avec les jeunes. Vous êtes nombreux ce soir. Je veux remercier encore Zora et Frédéric pour ce partenariat avec l'UPEC. Et puis toutes ces jeunes filles, parce que sur 54 étudiants ce soir, il y a 53 jeunes filles, un jeune homme. Il doit être gâté d'ailleurs, ce jeune homme-là. Et c'est bien de faire les partenariats avec les universités, parce qu'effectivement, on ne fait plus assez d'histoire, on ne voit pas les films. Et quelquefois, on hésite, on se dit, mais comment vont-ils réagir devant un film comme celui-ci ou comme... On ne vous a pas entendu, j'aurais bien aimé. On va entendre vos applaudissements. Est-ce que ça vous a plu? Voilà, c'est magnifique. Alors maintenant, je vous invite au petit verre de l'amitié avec une petite assiette russo-japonaise. Et alors, le livre, évidemment, il est en vente et Yves le dédicace. Hein.